Daniel Hayes a toujours rêvé d'une vie d'aventure, de succès et de liberté. Mais à 35 ans, il se sentait piégé. Il s'occupait de sa mère malade, coincé dans un travail qu'il détestait, se noyant dans le regret. À son décès, il découvre un secret choquant. Une fortune cachée et un passé qu'il ignorait. Mais est-il trop tard pour réparer les choses? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le réveil a sonné fortement sur la table de nuit. Daniel Hayes a grogné et l'a éteint d'un coup de main. Un autre lundi matin. Une autre journée à gérer les besoins et les plaintes constants de sa mère. À 35 ans, il s'attendait à vivre sa propre vie d'ici là. Voyager à travers le monde, sortir avec de belles femmes et construire sa carrière. Au lieu de cela, il était coincé dans cette petite ville, s'occupant d'Éléonore. « Daniel? Daniel, es-tu réveillé ?» La voix de sa mère l'a appelé de l'autre pièce. « J'ai besoin de mes médicaments et je ne trouve pas mes lunettes. » Daniel a soupiré, se frottant le visage des deux mains. « J'arrive, maman », a-t-il répondu, la voix plate et sans émotion. Le petit appartement de 2 chambres qu'il partageait ressemblait de plus en plus à une prison chaque jour. Daniel s'est traîné jusqu'à la cuisine, a rempli un verre d'eau et a pris les pilules du matin de sa mère dans l'organisateur sur le comptoir. Éléonore était assise dans son fauteuil usé près de la fenêtre, plissant les yeux devant une émission de télématin sur le petit téléviseur. À 72 ans, elle semblait plus fragile que son âge. Ses cheveux argentés attachés en un chignon simple, ses mains légèrement tremblantes, comme elle l'était toujours ces jours-ci. « Bonjour », a-t-elle dit avec un sourire que Daniel n'a pas rendu. « Je suis désolé de te déranger si tôt, mais tu sais à quel point ces médicaments sont importants. »« Je sais, maman, tu me le dis tous les jours. » Daniel lui a tendu les pilules et l'eau, puis s'est mis à chercher ses lunettes. Il les a trouvées sur le comptoir de la salle de bain. « Tiens », a-t-il dit en les plaçant dans sa main. « Je vais être en retard au travail. Seras-tu à la maison pour le dîner ?» a demandé Éléonore, la voix pleine d'espoir. « Je pensais pouvoir préparer ton rôti préféré. » Daniel a regardé sa montre. « Ne compte pas là-dessus. Je pourrais rencontrer des amis après le travail. » Le mensonge est venu facilement. Il n'y avait pas d'amis, juste un besoin désespéré d'échapper à la responsabilité étouffante pendant quelques heures dans un bar local. Le visage d'Éléonore s'est légèrement affaissé, mais elle a rapidement masqué sa déception. « C'est bien, mon cher. Tu devrais passer du temps avec tes amis. Tu es jeune. » Alors que Daniel attrapait ses clés et se dirigeait vers la porte, Éléonore l'a appelé une fois de plus. « Je t'aime, Danny. » Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. « Ouais. À plus tard. » La porte s'est refermée derrière lui avec un clic définitif. Chez Riverside Insurance, où Daniel travaillait comme agent de traitement des sinistres, la journée s'est éternisée comme toutes les autres. Son bureau semblait aussi confiné que sa vie familiale. Murs gris, lumière fluorescente et piles de papier qui ne semblaient jamais diminuer. « Hayes, tu as l'air terrible », a commenté son collègue Tim s'appuyant contre le bureau de Daniel pendant la pause déjeuner. « Mauvaise nuit ?» Daniel a soupiré. « Mauvaise vie. Maman a toussé toute la nuit. J'ai dû appeler le médecin à 2 heures du matin. » Tim a secoué la tête avec sympathie. « Mec, je ne sais pas comment tu fais. Prendre soin de ta mère comme ça. Mes parents sont en Floride et vivent leur meilleure vie. »« Tu as de la chance, » a marmonné Daniel, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. « As-tu pensé à, tu sais, une maison de retraite? Il y a de beaux endroits ici. » Daniel y avait pensé de nombreuses fois, mais la culpabilité l'a toujours arrêté. Après la mort de son père, il y a 5 ans, il avait promis de veiller sur Éléonore. De plus, il ne pouvait pas se le permettre, pas avec son salaire et sa petite pension. « Nous ne pouvons pas nous le permettre financièrement », a-t-il simplement dit. Tim a haussé les épaules. « Eh bien, si jamais tu as besoin d'une pause, les gars et moi allons pêcher ce week-end. Tu es le bienvenu. » L'invitation a tenté Daniel plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait fait quelque chose uniquement pour lui? Ce soir-là, Daniel s'est arrêté au Murphy's Bar en rentrant chez lui. L'éclairage tamisé et le murmure silencieux de la conversation ont offert une échappée temporaire. Il a siroté une bière au comptoir, regardant un match de baseball à la télévision montée. « Une autre dure journée ?» a demandé Joe, le barman qui avait appris à connaître Daniel au cours des derniers mois de ses visites de plus en plus fréquentes. « Comme toujours », a répondu Daniel, prenant une longue gorgée. « J'avais juste besoin d'1 minute avant de rentrer à la maison. »
Joe a hoché la tête, essuyant le comptoir. « Comment va ta mère? Elle a besoin de... Moi, elle est fragile. La même chose. » Le téléphone de Daniel a vibré dans sa poche. Éléonore pour la 3e fois cette heure-là. Il l'a mis en silencieux sans regarder. Une femme assise à quelques sièges de lui a attiré son attention. Blonde, attirante, peut-être dans la trentaine. Elle lui a souri, et Daniel a senti quelque chose bouger en lui. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait même parlé à une femme qui n'était pas sa mère ou une collègue? Il a souri en retour, et elle s'est déplacée sur le tabouret à côté du sien. « Je suis Megan », a-t-elle dit. Daniel. Pendant l'heure suivante, il a apprécié sa compagnie, la flirtation, la normalité de tout cela. Ils ont échangé leurs numéros, et pour la première fois depuis des mois, Daniel a senti une étincelle de possibilités. Il était presque Valaxener quand il est finalement rentré chez lui, légèrement éméché et considérablement plus léger d'esprit. L'appartement était sombre à son entrée, sauf une petite lampe dans le salon. Éléonore s'était endormie sur sa chaise, un dîner télévisé non ouvert sur le plateau à côté d'elle. Ses médicaments n'avaient pas été pris. La culpabilité l'a frappé comme un coup au ventre. « Maman », a-t-il dit doucement, touchant son épaule. « Maman, réveille-toi. Tu dois prendre tes pilules. » Éléonore s'est lentement réveillée. Ses yeux se sont fixés sur lui. « Daniel, quelle heure est-il? » « Il est tard. Je suis désolé. J'ai perdu la notion du temps. » Il l'a aidé à s'asseoir plus droit, puis lui a tendu les médicaments et un nouveau verre d'eau. « Je m'inquiétais, a-t-elle dit, la voix faible mais non accusatrice. Tu n'as pas répondu à ton téléphone. La batterie était morte, a-t-il menti, évitant son regard. Allons te coucher. » Alors qu'il l'aidait à se rendre dans sa chambre, Éléonore s'est appuyée lourdement sur son bras. « Je déteste être un tel fardeau pour toi, Dani. Je sais que ce n'est pas la vie que tu voulais. » La vérité de ses paroles a piqué. « Ne t'inquiète pas, maman. Ça va. » Mais ça n'allait pas. Et alors que Daniel était allongé au lit cette nuit-là, regardant le plafond, le poids du ressentiment et de l'obligation s'est abattu sur lui. Il a pensé au sourire de Megan, au voyage de pêche de Tim, à tous les rêves qu'il avait autrefois eus et qui semblaient désormais impossibles à atteindre. Quelque chose devait changer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Daniel a abordé le sujet qu'il avait évité. « Maman, j'y ai réfléchi. Peut-être devrions-nous envisager des options. » Éléonore a levé les yeux de ses toasts, la confusion dans les yeux. « Des options? Pour tes soins. Il y a des endroits, de beaux endroits, où tu aurais des gens autour de toi tout le temps. Des soins professionnels. » Il a essayé de garder sa voix douce, raisonnable. Sa main tremblait plus que d'habitude, alors qu'elle posait sa tasse de thé. « Tu veux me mettre dans une maison de retraite? » Pas n'importe quelle maison de retraite, une communauté, avec des activités et des gens de ton âge. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre, Daniel. Tu le sais. Daniel avait passé la moitié de la nuit à faire des recherches. Il y a des programmes, des subventions. Nous pourrions y arriver. Il lui a pris la main par-dessus la table. « Maman, je ne suis pas équipé pour te donner les soins dont tu as besoin. » Des larmes ont jailli des yeux d'Éléonore. « Est-ce parce que je suis trop encombrante? » « Non, a-t-il dit rapidement, bien que le mensonge lui soit resté dans la gorge. « C'est parce que je veux que tu aies les meilleurs soins possibles. » La conversation s'est terminée sans résolution, mais la graine avait été plantée. Au cours des semaines suivantes, Daniel a rassemblé des brochures et a fait des demandes de renseignements. La plupart des installations décentes étaient bien au-delà de leurs moyens, mais il a trouvé un petit centre de vie assisté modeste en bordure de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, et le personnel semblait attentionné. Éléonore a résisté au début, mais alors que sa santé continuait à décliner, un autre petit accident vasculaire cérébral qui l'a rendue encore plus dépendante, elle a progressivement commencé à accepter l'inévitable. « Je ne veux pas être un fardeau », a-t-elle dit un soir après que Daniel eut passé 1 heure au téléphone avec son médecin. « Peut-être as-tu raison au sujet de la maison de retraite. » Le soulagement que Daniel a ressenti a été immédiat et accablant, suivi rapidement par la honte. Il devrait être triste, réticent, et non pas compter les jours jusqu'à sa liberté. Les arrangements ont été faits rapidement. Éléonore emménagerait à Sunset Grove le mois suivant. Daniel lui rendrait visite le week-end.
Il vendrait la plupart de ses effets personnels. Il n'y avait pas assez de place dans son nouveau petit appartement et utiliserait l'argent pour compléter ses soins. Alors que le jour du déménagement approchait, Daniel s'est retrouvé à passer plus de temps loin de l'appartement. Il a eu un rendez-vous avec Megan, qui s'est avérée être récemment divorcée et rafraîchissante et sans complications. Il s'est joint à Tim et à ses amis pour prendre un verre après le travail. Il a même commencé à regarder les annonces d'appartements dans la ville, à 1 heure de là, où les possibilités d'emploi étaient meilleures. La nuit précédant le déménagement d'Éléonore, Daniel est rentré tard chez lui pour trouver sa mère assise dans le noir, un album photo ouvert sur ses genoux. « Viens regarder ceci avec moi », a-t-elle dit en tapotant le canapé à côté d'elle. « Je suis passé par de vieux souvenirs. » Daniel a hésité, puis s'est assis. L'album était rempli de photos de lui enfant, anniversaire, pièces de théâtre scolaire, partie de pêche avec son père. « Tu étais un garçon si heureux », a dit Éléonore doucement, touchant une photo de Daniel vers 10 ans, souriant largement avec une dent de devant manquante. « Ton père et moi avions l'habitude de parler de ce que tu pourrais devenir. Il a toujours dit que tu étais spécial. » Daniel a avalé difficilement. « Maman, à propos de demain, ça va, Dani. Je comprends. Tu as besoin de ta vie. » Elle a fermé l'album et l'a placé dans ses mains. « Je veux que tu gardes ceci. Et souviens-toi que quoi qu'il arrive, tu as été la lumière de ma vie. » Daniel n'a pas pu dormir cette nuit-là. L'album photo était posé sur sa commode, un reproche silencieux. Le matin, il a aidé Éléonore à ranger ses quelques effets personnels restants dans une petite valise. L'appartement avait l'air vide, la plupart des meubles ayant déjà été vendus ou donnés. Le trajet jusqu'à Sunset Grove a été silencieux. Éléonore a regardé par la fenêtre, montrant parfois des points de repère de l'enfance de Daniel. Le parc où il a appris à faire du vélo, la crèmerie où ils allaient les soirs d'été. À l'établissement, une infirmière joyeuse nommée Brenda leur a montré la chambre d'Éléonore. Elle était petite mais soignée, avec un lit simple, une commode et une fenêtre donnant sur un jardin de cour. « La salle à manger est juste dans le couloir », a expliqué Brenda. « Et nous avons des activités tous les jours, le bingo le mardi, une soirée cinéma le vendredi. » Éléonore a hoché la tête poliment, mais Daniel a pu voir ses mains trembler plus que d'habitude. « Je vais t'aider à déballer », a-t-il dit en ouvrant sa valise sur le lit. Ils ont travaillé ensemble en silence, rangeant ses quelques effets personnels, une photo encadrée d'elle avec le père de Daniel, un petit oiseau en céramique qui avait appartenu à sa mère, sa Bible. Quand il a été temps de partir, Daniel s'est attardé. « Es-tu sûr que tu vas bien ?» a-t-il demandé, soudainement incertain. Éléonore a souri courageusement. « Bien sûr, c'est le mieux. Tu peux venir me rendre visite quand tu veux. Je le ferai, a-t-il promis. Tous, les week-ends. Ils savaient tous les deux que c'était une promesse qu'ils ne pourraient peut-être pas tenir. Alors qu'ils se sont embrassés au revoir, Éléonore a chuchoté « Je t'aime, Dani. Je t'aimerai toujours. » Daniel a senti une boule dans la gorge. « Je t'aime aussi, maman. » Il a marché lentement jusqu'à sa voiture, regardant en arrière une fois, pour voir Éléonore debout dans l'embrasure de la porte de Sunset Grove, une petite silhouette fragile faisant au revoir de la main. Quelque chose en lui voulait courir en arrière, lui dire qu'il avait fait une erreur, qu'il la ramènerait à la maison. Mais il ne l'a pas fait. Il est monté dans sa voiture et est parti se disant que c'était le mieux, pour eux deux. Ce soir-là, dans l'appartement vide, Daniel a ouvert une bouteille de whisky et a bu jusqu'à ce que la culpabilité se calme. Il a appelé Megan, qui est venue, et pendant quelques heures, il a réussi à oublier. Le lendemain, il a soumis une demande pour un appartement dans la ville et a mis à jour son CV. Quand son téléphone a sonné et qu'il a vu le numéro de Sunset Grove, il a hésité avant de répondre. « Monsieur Hayes, c'est Brenda de Sunset Grove. Votre mère semble avoir des difficultés à s'adapter, elle vous demande. » Daniel a fermé les yeux. « Dites-lui que je suis occupé aujourd'hui. J'essaierai de passer le week-end prochain. » Il a raccroché avant que Brenda puisse répondre, puis a complètement éteint son téléphone. Liberté, c'est ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Plus de responsabilité, plus de culpabilité, plus de mise en suspens de sa vie. Alors pourquoi cela semblait-il si creux? Une semaine a passé, puis une autre. Daniel a rendu visite une fois, brièvement, trouvant Éléonore installée mais calme. Il a inventé des excuses concernant le travail, concernant la recherche,
d'un appartement. Elle ne l'a pas interrogé, elle a juste hoché la tête et a posé des questions sur sa vie avec un intérêt réel. L'appartement de la ville est arrivé, une meilleure offre d'emploi a suivi. Daniel a donné sa démission à Riverside Insurance et a commencé à faire ses valises. Quand il a appelé Sunset Grove pour leur donner ses nouvelles coordonnées, la voix de Brenda était froide. « Votre mère vous demande tous les jours, Monsieur Hayes. Elle n'arrête pas de regarder la porte. La culpabilité l'a traversée. J'ai été occupé, je déménage, je commence un nouveau travail. Je comprends. Dois-je lui dire que vous viendrez bientôt ?» Daniel a hésité. « Je ne sais pas quand je pourrai. La ville est à 1 heure de route et avec le nouveau travail. » Le silence de Brenda en disait long. Le jour où Daniel a déménagé en ville, il ne s'est pas arrêté à Sunset Grove pour dire au revoir en personne. Il a appelé à la place, parlant brièvement à Éléonore, faisant des promesses vagues concernant une visite dès que les choses se seront calmées. Alors que les semaines se sont transformées en mois, ces promesses sont devenues plus difficiles à tenir. Les appels sont devenus moins fréquents. La voix d'Éléonore est devenue plus faible, plus distante. Et Daniel a trouvé plus facile d'inventer des excuses que de faire face à la réalité de ce qu'il avait fait. Il s'était enfui, et chaque jour qui passait, la distance entre eux grandissait, non seulement en kilomètres, mais dans le durcissement de son cœur contre la culpabilité qui menaçait de le consumer s'il la laissait entrer. En ville, Daniel s'est créé une nouvelle vie. Un bel appartement, un travail stimulant, une relation avec Megan qui a évolué en quelque chose de presque sérieux. Il s'est dit qu'il était heureux, libre. Mais parfois, dans les moments calmes avant le sommeil, il se souvenait de l'album photo, toujours rangé dans une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis son déménagement, et il se demandait si le prix de sa liberté n'avait pas été trop élevé après tout. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que le coût réel restait à révéler. 6 mois se sont écoulés depuis que Daniel a déménagé en ville. Sa nouvelle vie était tout ce qu'il avait imaginé. Un appartement moderne avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur les toits, un emploi chez Preston Financial qui payait 2 fois plus qu'à sa ville natale et des week-ends remplis de restaurants, de clubs et de Megan. « Daniel, terre à Daniel », a dit Megan en agitant sa main devant son visage. Il déjeunait dans un café chic, le genre d'endroit qui servait des tartines à l'avocat à 15 $ et qui avait une file d'attente à chaque week-end. « Désolé », a dit Daniel, forçant un sourire. « Que disais-tu ? Je demandais si tu voulais aller à la fête des Thompson le week-end prochain. Marc vient d'être promu et ils célèbrent dans leur maison au bord du lac. » Megan a étudié son visage. « Vas-tu bien ? Tu es distrait tout le matin. » Daniel a pris une gorgée de son mimosa. « Je vais bien, je pense juste au travail. » Mais ce n'était pas le travail qui lui trottait dans la tête. Plus tôt ce matin-là, il avait reçu un message vocal de Brenda à Sunset Grove. C'était le 3e appel ce mois-ci, chacun plus urgent que le précédent. « Monsieur Hayes, veuillez nous rappeler dès que possible concernant votre mère. Son état s'est aggravé et nous devons discuter de son plan de soins. » Il avait supprimé le message sans rappeler, tout comme les autres. C'était plus facile, ainsi, faire semblant que cette partie de sa vie n'existait plus. Ses visites étaient repassées de mensuelles à nulles. Ses appels étaient devenus moins fréquents, plus courts, plus perfunctoires. Et à chaque fois, Éléonore ne s'est jamais plainte, ne l'a jamais accusée, a seulement posé des questions sur sa vie avec un intérêt réel. « La fête a l'air géniale », a-t-il dit à Megan, repoussant la voix insistante de la culpabilité. « Conte-moi. » Plus tard cet après-midi-là, alors que Megan allait faire les magasins avec des amis, Daniel s'est retrouvé seul dans son appartement. Le silence semblait oppressant. Il s'est versé un whisky, une habitude qui était devenue plus fréquente ces derniers temps, et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville dont il avait si désespérément voulu faire partie. Son téléphone a vibré avec un SMS de Tim, son ancien collègue. « Hé mec, comment la grande ville te traite-t-elle ? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis un moment. » Daniel a regardé le message pendant un long moment. Tim avait été un bon ami, peut-être son seul véritable ami à la maison. Mais rester en contact signifiait se souvenir de sa vieille vie, de sa mère, de toutes les promesses qu'il avait rompues. Il a tapé une brève réponse optimiste sur le fait que tout allait bien, puis a posé son téléphone sans rien demander à Tim en retour. Le whisky brûlait en descendant. Daniel s'est dirigé vers son placard et a sorti la petite boîte qu'il avait poussée au fond,
celle contenant l'album photo qu'Éléonore lui avait donné la nuit précédant son déménagement à Sunset Grove. Il ne l'avait pas ouvert depuis son arrivée en ville. Assis au bord de son lit, il a lentement soulevé le couvercle. Il y était un enfant de 7 ans avec une dent manquante, souriant fièrement à côté d'un projet scientifique fait maison. À la page suivante, Daniel a 10 ans, assis sur les épaules de son père lors d'un match de baseball, puis ses fins d'études secondaires, avec Éléonore rayonnante à côté de lui, son bras serré autour de sa taille. Une note manuscrite est tombée entre les pages. Daniel a immédiatement reconnu l'écriture délicate de sa mère. « Mon cher Danny, je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Je sais que prendre soin de moi n'a pas été facile, et je veux que tu saches à quel point j'apprécie chaque petite gentillesse. Ton père serait aussi très fier de toi. Souviens-toi que peu importe où la vie te mène, tu seras toujours ma plus grande joie. Tout mon amour, maman. » La gorge de Daniel s'est serrée. Il a rapidement fermé l'album et l'a remis dans la boîte, incapable de faire face au poids de l'amour inconditionnel de sa mère, un amour qu'il avait si cruellement rejeté. Son téléphone a sonné, brisant le silence. Sunset Grove, encore. Cette fois-ci, contre son meilleur jugement, il a répondu « Monsieur Hayes, c'est le docteur Patel de Sunset Grove. Je vous appelle au sujet de votre mère. » « Va-t-elle bien ?» a demandé Daniel, surpris par l'inquiétude dans sa propre voix. « Je crains qu'elle ait eu un autre accident vasculaire cérébral plus grave que le précédent. Elle est stable maintenant, mais son état se détériore. Il serait préférable que vous puissiez venir la voir. » Daniel a senti un nœud froid se former dans son estomac. « Quelle gravité! Assez grave pour que vous ne deviez pas retarder votre visite, Monsieur Hayes. » Le ton du médecin était professionnel, mais portait une note de jugement indéniable. « J'essaierai de venir demain, » a dit Daniel, calculant déjà mentalement quelle excuse il pourrait donner à son patron pour manquer le travail. Après avoir raccroché, Daniel s'est arrêté au milieu de son appartement coûteux, se sentant plus perdu que depuis des mois. La culpabilité qu'il avait réprimée s'est abattue sur lui comme une vague. Il s'est versé un autre whisky, plus grand cette fois-ci, et l'a bu rapidement. Son téléphone a vibré à nouveau, Megan demandant s'il voulait la retrouver et ses amis pour dîner. Il a refusé, prétendant avoir mal à la tête. L'idée de faire de petites conversations et de faire semblant que tout allait bien semblait impossible maintenant. Cette nuit-là, Daniel a à peine dormi. Il s'est retourné et s'est agité, hanté par les images de sa mère seule dans un lit d'hôpital, se demandant où était son fils. Le matin, il avait pris sa décision. Il a appelé son patron, expliquant qu'il avait une urgence familiale, puis a fait sa valise. Le trajet de retour vers sa ville natale a semblé plus long que l'heure qu'il a réellement prise. Chaque kilomètre a apporté un sentiment plus lourd de peur et de honte. Qu'est-ce qu'il allait trouver en arrivant? Est-ce qu'Éléonore voudrait même le voir après tout ce temps? Sunset Grove avait exactement le même aspect que celui dont il se souvenait. Un immeuble en briques modestes, entouré de jardins soigneusement entretenus. Mais cela semblait différent d'une certaine manière, moins comme un endroit où il avait abandonné sa mère, et plus comme un hôpital attendant de donner de mauvaises nouvelles. À la réception, une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas levé les yeux de son ordinateur. « Puis-je vous aider? Je suis Daniel Hayes, le fils d'Éléonore Hayes. Je suis là pour la voir. » Quelque chose a flotté sur le visage de la femme, de la reconnaissance peut-être, ou du jugement. « Bien sûr, laissez-moi appeler Brenda pour vous. » Quelques instants plus tard, Brenda est apparue dans le couloir. Elle avait vieilli depuis la dernière fois que Daniel l'avait vue, ou peut-être n'avait-il pas remarqué les rides autour de ses yeux auparavant. « Monsieur Hayes, » a-t-elle dit, le ton soigneusement neutre, « merci d'être venu. Votre mère est dans l'aile médicale maintenant, chambre 218. »« Comment va-t-elle » a demandé Daniel en suivant Brenda dans le couloir. « Elle a des bons jours et des mauvais jours. Aujourd'hui a été difficile. » Brenda s'est arrêtée devant une porte. Elle pourrait ne pas vous reconnaître immédiatement. N'ayez pas peur si elle semble confuse. Daniel a hoché la tête, le cœur battant. Brenda a ouvert la porte, et il y avait Éléonore, paraissant si petite dans le lit d'hôpital, branchée à des moniteurs qui bipaient doucement dans la pièce silencieuse. Ses cheveux argentés, qu'elle avait toujours gardés soigneusement coiffés, étaient couchés à plat sur l'oreiller. Sa peau était pâle, presque translucide. « Maman ?» a dit Daniel doucement, s'approchant du lit.
Les yeux d'Éléonore se sont lentement ouverts. Elle l'a regardé pendant un long moment, et Daniel a craint qu'elle ne le reconnaisse pas du tout. Puis un léger sourire a effleuré ses lèvres. « Dani, c'est vraiment toi ?» Le soulagement a été accablant. Daniel lui a pris la main, alarmé par sa minceur et sa fragilité dans la sienne. « C'est moi, maman, je suis là. Je savais que tu viendrais, » a-t-elle chuchoté. « Je leur ai dit que mon fils viendrait. » La foi simple dans ses paroles a poignardé le cœur de Daniel. « Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. » Les yeux d'Éléonore, bien que voilés par les médicaments, ont étudié son visage. « Tu as l'air fatigué, Dani. Prends-tu soin de toi ?» Même maintenant, même après tout, sa première préoccupation était pour lui. Daniel a senti des larmes menacées et les a fait disparaître. « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment te sens-tu ? » « Oh, juste un peu fatigué. Les médecins font tellement de bruit. » Elle a serré sa main faiblement. « Parle-moi de ta vie en ville. Est-ce tout ce que tu espérais ?» Pendant l'heure suivante, Daniel s'est assis près de son lit, lui racontant des versions édulcorées de sa nouvelle vie, omettant la solitude, la boisson, le sentiment de vide qui grandissait en lui. Éléonore a écouté attentivement, posant des questions lorsqu'elle en avait la force, ses yeux ne quittant jamais son visage, comme si elle le mémorisait. Lorsque le docteur Patel est entré pour examiner Éléonore, Daniel est sorti dans le couloir avec lui. Que s'est-il passé exactement ? Quelle gravité a cet accident vasculaire cérébral ? Cela a affecté le côté gauche de son cerveau, a expliqué le docteur Patel. Elle souffre d'une paralysie partielle du côté droit et de difficultés d'élocution, bien que celle-ci aille et vienne. Mais Monsieur Hayes, cela fait partie d'un schéma de déclin plus large. Le cœur de votre mère est faible. Elle a eu plusieurs AIT, mini-accidents, vasculaires cérébraux, au cours des derniers mois. Et vous me le dites seulement maintenant ? A demandé Daniel, la colère montant dans sa voix. L'expression du docteur Patel est restée calme, mais pointue. Nous essayons de vous joindre depuis un certain temps, Monsieur Hayes. Les coordonnées que vous avez fournies, je sais, a interrompu Daniel, la honte remplaçant la colère. J'aurais dû être plus disponible. Ce qui compte, c'est que vous êtes là maintenant, a dit le docteur Patel. Je vous suggère de passer autant de temps que possible avec elle. Assurez-vous que ses affaires sont en ordre. Les implications des paroles du médecin n'ont pas été perdues pour Daniel. Est-elle mourante ? Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais compte tenu de son âge et de son état général, je vous conseillerais de vous préparer à cette possibilité, oui. Les mots ont frappé Daniel comme un coup physique. Mourante. Sa mère était mourante, et il avait gaspillé le temps précieux qu'il leur restait à faire semblant qu'elle n'existait plus. Il a remercié le docteur Patel mécaniquement et est retourné dans la chambre d'Éléonore, où elle s'était rendormie. Daniel s'est assis à côté d'elle, observant la lente montée et descente de sa poitrine, écoutant le bip régulier des moniteurs. Il a sorti son téléphone pour appeler Megan, pour expliquer qu'il ne serait pas de retour ce soir. Peut-être pas pendant plusieurs jours, mais il a hésité. Que dirait-il ? Que la mère dont il avait à peine parlé, celle qu'il avait abandonnée, était maintenant mourante ? Au lieu de cela, il a envoyé un SMS à son patron pour lui expliquer que l'urgence familiale était plus grave qu'il ne le pensait et qu'il aurait besoin du reste de la semaine de congé. Puis il a éteint son téléphone et s'est installé pour une longue nuit au chevet d'Éléonore. Les jours suivants ont suivi un rythme. Daniel a passé ses journées à Sunset Grove, parlant avec Éléonore lorsqu'elle était éveillée, assis en silence avec elle lorsqu'elle dormait. Il a rencontré ses médecins, a examiné ses dossiers médicaux et a été stupéfait de découvrir à quel point sa santé s'était détériorée depuis qu'il avait cessé de lui rendre visite. Le soir, il séjournait dans un hôtel voisin, incapable de faire face à l'appartement vide qu'il avait autrefois partagé avec elle. Il vérifiait ses emails professionnels, échangeait de brefs SMS avec Megan, qui devenait de plus en plus impatiente avec ses explications vagues, et s'endormait épuisé, seulement pour se réveiller tôt et retourner à sa veillée. Le troisième jour, alors que Daniel lisait à haute voix dans l'un des livres préférés d'Éléonore, elle a soudainement tendu la main. « Dani », a-t-elle dit, la voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Nous devons parler de certaines choses. » Daniel a mis le livre de côté. « Quelles choses, maman ? » ?»« Des choses pratiques. Ce qui se passe après. » Elle a levé une main lorsqu'il a commencé à protester. « Non, Dani, je n'ai pas peur.
Et nous devons être honnêtes l'un avec l'autre maintenant. La gorge de Daniel s'est serrée d'émotion. D'accord, maman. Dans ma chambre ici, dans le tiroir de la table de nuit, il y a un dossier avec mon testament et d'autres papiers. Tout est très simple. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai est à toi. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. C'est important, a-t-elle insisté. Et il y a une clé, un coffre-fort à la First National Bank du centre-ville, coffre 247. Tu devras y aller. Le moment venu. Daniel a hoché la tête. Votre mère? Je ne savais même pas que vous aviez une mère. L'affirmation, aussi absurde que révélatrice, frappa Daniel de plein fouet. C'était vrai. Il avait à peine mentionné Éléonore à Meghan durant tous leurs mois passés ensemble. Tout le monde a une mère, Meghan. Tu sais ce que je veux dire. Tu ne parles jamais d'elle. Tu ne lui rends jamais visite. Et soudainement, tu disparais pendant des jours à cause d'elle. Elle est mourante, dit Daniel, les mots sortant plus durement qu'il ne l'avait prévu. Je suis désolé si c'est gênant pour toi. Un autre silence, plus long cette fois. Je suis désolé, Daniel. Je ne savais pas. Puis-je faire quelque chose? La colère le quitta. Non, juste, j'ai besoin de temps ici. Je ne sais pas quand je serai de retour. Je comprends, dit Meghan, bien que son ton suggéra qu'elle ne comprenait pas vraiment. Appelle-moi quand tu pourras. Après avoir raccroché, Daniel retourna dans la chambre d'Éléonore. Elle dormait toujours paisiblement, sa respiration régulière. Il s'assit près de son lit et, pour la première fois depuis son arrivée, il se permit de pleurer, pour le temps perdu, pour l'égoïsme qui l'avait tenu éloigné, pour la mère qu'il allait perdre. Le lendemain matin, Daniel se réveilla en sursaut, le cou raide après avoir dormi sur la chaise. Éléonore était déjà réveillée, le regardant avec une douceur dans les yeux qui lui serra la poitrine. « Bonjour, dit-elle. Tu n'aurais pas dû dormir sur cette chaise inconfortable toute la nuit. »« Je voulais être là, » répondit Daniel en s'étirant. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? »« Mieux depuis que je t'ai vu, » répondit-elle. « Tu sais, j'ai pensé à notre ancienne maison, celle où tu as grandi. Tu te souviens de la cabane dans les arbres que ton père t'a construite ?» Daniel sourit en se remémorant le souvenir. « Bien sûr, j'ai passé la moitié de mon enfance dans cette cabane. Tu étais si fier quand tu l'as aidé à enfoncer les planches. » Les yeux d'Éléonore prirent un air lointain. « Il t'aimait tellement, Dany. Nous t'aimions tous les deux. Tout ce que nous faisions était pour toi. » La simple déclaration frappa Daniel avec une force inattendue. Comment avait-il pu l'oublier? Comment avait-il pu en venir à considérer sa mère comme une simple charge, alors que tout le temps, elle avait été motivée par l'amour? Ils passèrent sa matinée à se remémorer. Les vacances en famille, les fêtes, les moments de tous les jours qui avaient semblé anodins à l'époque, mais qui semblèrent maintenant précieux dans leur ordinaire. L'énergie d'Éléonore allait et venait, mais sa mémoire restait étonnamment vive pour le passé lointain. Vers midi, le docteur Patel arriva pour son contrôle quotidien. « Madame Hayes, vous avez l'air plus alerte aujourd'hui, » dit-il en vérifiant ses signes. « Vitaux, quel est votre niveau de douleur? »« Gérable, » répondit Éléonore, bien que Daniel remarqua la tension autour de ses yeux qui suggérait le contraire. Après l'examen, le docteur Patel fit signe à Daniel de sortir à nouveau. « Votre mère semble un peu plus forte aujourd'hui, mais ne vous laissez pas tromper. Ces remontées se produisent parfois vers la fin, une dernière montée avant. » Daniel hocha la tête, comprenant ce que le médecin ne disait pas. « Combien de temps ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Il est impossible de le dire exactement. Des jours, peut-être une semaine ou deux au maximum. L'important est qu'elle soit à l'aise et qu'elle ne soit pas seule. » Daniel retourna auprès d'Éléonore avec une détermination renouvelée à faire en sorte que chaque instant compte. Plus de temps perdu, plus de regrets. Comme l'après-midi avançait, Éléonore se fatigua à nouveau. « Dany, dit-elle, sa voix s'affaiblissant, dans le coffre-fort, tu comprendras tout. Promets-moi que tu iras. »« Je le promets, maman, » dit Daniel en lui tenant la main. « Mais ne nous inquiétons pas de ça maintenant. » Les yeux d'Éléonore se fermèrent. « Je vais juste me reposer un peu, » murmura-t-elle. « Reste avec moi, Dany. »« Je ne vais nulle part, » promit-il. Et il le pensait. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Éléonore, ayant de brèves périodes de lucidité, suivies de périodes de sommeil plus longues. Daniel resta à ses côtés, ne quittant la chambre que pour prendre une douche à l'hôtel et changer de vêtements. Il appela son patron et lui expliqua plus en détail la situation,
arrangeant un congé sans solde indéfini. Les appels de Meghan devinrent moins fréquents, ses textos plus perfunctoires, mais Daniel constata qu'il ne le remarquait presque pas. Ce qui importait maintenant, c'était de profiter au maximum du temps qui lui restait avec Éléonore. Il lui lisait, lui parlait, et surtout l'écoutait, vraiment l'écoutait, peut-être pour la première fois depuis des années. Le jour qui allait s'avérer être leur dernier jour ensemble, Éléonore semblait particulièrement lucide. « Dany, dit-elle, sa voix étonnamment forte, je veux que tu saches quelque chose. J'ai eu une vie merveilleuse. Ton père et moi étions si heureux ensemble, et puis nous avons eu toi, notre plus grande joie. Je n'ai aucun regret. » Daniel sentit des larmes monter. « J'ai des regrets, maman, tant de regrets. La façon dont je t'ai traité, non, » interrompit Éléonore. « Pas de regrets. Dany, promets-le-moi. Apprends du passé, mais ne t'y attarde pas. Vis ta vie pleinement et avec gentillesse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. J'essaierai, maman, je promets que j'essaierai. » Éléonore sourit et ferma les yeux. « Je t'aime, Dany. Je t'ai toujours aimé. »« Je t'aime aussi, maman, » dit Daniel, la voix brisée. Ce furent les derniers mots qu'ils se dirent. Éléonore tomba dans l'inconscience ce soir-là, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse. Daniel resta assis à côté d'elle, lui tenant la main, lui disant toutes les choses qu'il aurait dû dire il y a des années. Combien il appréciait ses sacrifices, combien il était désolé de l'avoir prise pour acquise, combien il l'aimait. Aux premières heures du matin, alors que Daniel était encore à ses côtés, Éléonore Hayes rendit son dernier souffle. Ce fut paisible, presque imperceptible. Un instant, elle était là, et l'instant d'après, elle ne l'était plus. Daniel resta assis dans un silence stupéfait pendant plusieurs minutes avant d'alerter l'infirmière de nuit. Ce qui suivit fut un flou d'activité. Les médecins confirmant son décès, les formulaires étant signés, les condoléances étant présentées. Daniel traversa tout cela dans un état d'incrédulité engourdie. À l'aube, il se retrouva assis seul dans la chambre d'Éléonore à Sunset Grove, non pas dans la chambre d'hôpital où elle était décédée, mais dans sa chambre habituelle, le petit espace qui avait été son chez-soi pendant la dernière année. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit et trouva le dossier qu'elle avait mentionné, contenant son testament, ses informations d'assurance et la clé du coffre-fort. Alors qu'il tenait la petite clé dans sa main, Daniel se souvint de sa promesse. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, sa mère avait voulu qu'il le voie. Cela avait été important pour elle, et après toutes les façons dont il lui avait manqué dans la vie, il ne lui manquerait pas dans cette dernière requête. Ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'est que le contenu de ce coffre allait tout changer. Non seulement sa compréhension de sa mère, mais toute sa vie. Le lendemain du décès d'Éléonore, le matin se leva froid et gris, correspondant à l'humeur de Daniel, alors qu'il se rendait à la First National Bank. Il n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, avait à peine réussi à prendre une douche et à changer de vêtements. Sa mère était partie, et la réalité de cela le frappait par vagues de chagrin, de regret et d'incrédulité. La banque ouvrait juste lorsqu'il arriva. Une jeune femme avec un sourire compatissant l'accueillit au comptoir du service clientèle. « J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort », dit Daniel, la voix rauque à force de pleurer. « Ma mère, elle est décédée hier, et elle voulait que je le vérifie. »« Je suis tellement désolé pour votre perte, » dit la femme. « Avez-vous la clé et le numéro de boîte ?» Daniel tendit la petite clé du tiroir de la table de nuit d'Éléonore. « Boîte 247, et une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Daniel chercha dans son portefeuille, produisant son permis de conduire. La femme l'examina puis vérifia son ordinateur. « Oui, je vois que Madame Hayes vous a inscrit comme copropriétaire de la boîte. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. » Il la suivit à travers une lourde porte dans une pièce bordée de boîtes métalliques de différentes tailles. Elle utilisa sa clé maîtresse ainsi que la clé de Daniel pour ouvrir la boîte 247, puis sortit discrètement, le laissant seul. Daniel regarda le contenant métallique pendant un long moment avant de le sortir. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, cela avait été suffisamment important pour que sa mère le mentionne à plusieurs reprises dans ces derniers jours. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe en papier kraft, scellée et simplement étiquetée « Pour Daniel ». Il la sortit, remit la boîte vide et porta l'enveloppe dans une petite salle privée que la banque mettait à la disposition des clients pour examiner leurs effets.
Assise à la table, Danielle brisa le sceau et sortit le contenu. Le premier élément était une lettre de l'écriture de sa mère. La vue de celle-ci fit monter de nouvelles larmes à ses yeux, ces lettres soigneuses et élégantes qu'il avait tenues pour acquises toute sa vie. « Mon très cher Danny », commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. J'espère que tu n'es pas trop triste. J'ai eu une vie merveilleuse, riche des façons qui comptent vraiment. L'amour, la famille et la joie de te voir grandir pour devenir l'homme remarquable que tu es. Il y a quelque chose que je t'ai caché, Danny, non pas par tromperie mais par le désir d'une mère de protéger son enfant. Ton père et moi avons toujours prévu de te le dire quand le moment serait venu, mais après sa mort, je n'ai pas pu me résoudre à bouleverser le délicat équilibre de nos vies. Mais maintenant, tu mérites de connaître la vérité, surtout parce qu'elle s'accompagne d'une responsabilité que je ne peux plus assumer seul. » Daniel fit une pause, le cœur battant. « Quelle vérité, quelle responsabilité ?» Il continua à lire. « Ton père et moi avons vécu très simplement. Comme tu le sais, nous t'avons appris la valeur du travail acharné et d'une vie modeste. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'était un choix, pas une nécessité. Ton père, James Hayes, venait d'une famille riche, beaucoup plus riche que tu ne peux l'imaginer. Lorsqu'il est tombé amoureux de moi, une infirmière d'origine ouvrière, ses parents ont menacé de le désavouer. Il a choisi l'amour plutôt que l'argent, et nous avons bâti notre vie ensemble sur le salaire de son enseignement et mes revenus d'infirmière. Ce que James ne m'a pas dit avant des années, c'est que sa grand-mère lui avait laissé un important héritage, que ses parents ne pouvaient pas toucher. Il l'a intelligemment investi, mais l'a gardé séparé de notre vie quotidienne. Nous voulions que tu grandisses en comprenant la valeur des choses au-delà de l'argent. La gentillesse, l'intégrité, le travail acharné. Lorsque ton père est décédé, j'ai hérité de tout. Le compte a continué à croître au cours de ces années. J'en ai utilisé une partie pour mes soins, mais la majeure partie est restée intacte vous attendant. » Les mains de Daniel tremblaient tellement qu'il dut poser la lettre pendant un instant. De l'argent. Ses parents avaient de l'argent depuis le début. Cela semblait impossible. Il ramassa la lettre et continua à lire. « Dans cette enveloppe, tu trouveras tous les documents dont tu as besoin. Numéro de compte, mot de passe, coordonnées du conseiller financier qui a géré les fonds. C'est une somme considérable. Danny, plus qu'assez pour changer ta vie comme bon te semble, mais la richesse s'accompagne de responsabilités. Ton père pensait que l'argent était un outil, pas un but, un moyen d'aider les autres, pas seulement soi-même. J'espère que tu honoreras cette conviction dans la façon dont tu utiliseras cet héritage. Je sais que notre relation n'a pas toujours été facile, surtout ces dernières années. Je comprends pourquoi tu avais besoin de distance. Pourquoi prendre soin d'une mère vieillissante t'a semblé être un fardeau. Je ne t'ai jamais blâmé pour ça, Danny, pas un seul instant. Mon plus grand espoir est que cet héritage t'apporte non seulement du confort et de la sécurité, mais aussi un but, qu'il te permette de trouver ce qui compte vraiment pour toi, au-delà des luttes quotidiennes qui peuvent nous aveugler aux joies plus profondes de la vie. Je t'ai aimé tous les jours de ta vie, Danny, et je continuerai à t'aimer au-delà. Sois heureux, sois gentil, et souviens-toi que la plus grande richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans la façon dont nous touchons la vie des autres. Tout mon amour, toujours, maman. » Daniel posa la lettre, les larmes coulant sur son visage. Sa mère modeste et discrète, avait été riche depuis le début, et elle avait vécu dans ce petit appartement, l'avait laissé lutter financièrement, l'avait transféré dans cette résidence pour personnes âgées modestes. Pourquoi? D'une main tremblante, il examina le reste du contenu de l'enveloppe. Relevé bancaire, portefeuille de placement, documents juridiques. Et au fur et à mesure que les chiffres se précisaient, Daniel sentit la pièce tourner autour de lui. 10 millions de dollars. Sa mère avait eu 10 millions de dollars en sa possession, alors qu'elle vivait dans un appartement délabré, puis dans une résidence pour personnes âgées modestes. Alors qu'il travaillait à un emploi qu'il détestait pour payer ses factures, alors qu'il lui en voulait d'être un fardeau financier. 10 millions de dollars. L'ironie était presque trop forte à supporter. Daniel rassembla les papiers, remit le coffre-fort et marcha vers sa voiture dans un état second. Il resta assis au volant pendant près d'une heure, regardant le vide, l'enveloppe sur le siège passager semblant se moquer de lui par sa présence. Il avait abandonné sa mère pour la liberté, pour la chance d'une vie meilleure,
Et tout ce temps, elle aurait pu lui donner cette vie meilleure avec une simple conversation, une signature sur un chèque. Mais elle ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, elle l'avait laissé faire ses propres choix, trouver son propre chemin, même lorsque ce chemin l'éloignait d'elle. Son téléphone vibra avec un texto de Megan. « Des nouvelles? Quand reviens-tu » Daniel l'ignora. Comment pouvait-il expliquer tout cela? Comment pouvait-il dire à Megan ou à qui que ce soit qu'il avait abandonné sa mère secrètement riche pour poursuivre une vie qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas lui donner? Au lieu de cela, il conduisit jusqu'au funérarium où le corps d'Éléonore avait été transporté. Il y avait des arrangements à faire, des détails à régler. Tout au long de la rencontre avec le directeur des funérailles, Daniel se déplaça comme un homme sous l'eau, répondant aux questions mécaniquement, signant des formulaires sans vraiment les lire. « Votre mère avait tout planifié et prépayé », expliqua doucement le directeur des funérailles. « Tout est très simple, exactement comme elle le voulait. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Eleanor Hayes avait pensé à tout, planifié tout, y compris la façon de révéler sa fortune secrète au fils qu'il avait abandonné. Les jours suivants passèrent dans un flou. Daniel organisa un petit service comme Eleanor l'avait demandé. Il fut surpris du nombre de personnes qui assistèrent, d'anciens voisins du personnel de Sunset Grove, d'anciens collègues de l'hôpital où elle avait travaillé comme infirmière, et même quelques-uns de ses propres amis d'enfance qui étaient restés en contact avec elle après son départ. Tim, son ancien collègue, était là, lui, offrant une poignée de main ferme et une épaule sur laquelle s'appuyer. « C'était une dame spéciale », dit Tim. « Elle demandait toujours des nouvelles de tout le monde, ne se plaignant jamais de ses propres problèmes. » Daniel hocha la tête, incapable de parler. Combien il avait peu connu sa propre mère, combien il avait peu apprécié. Ça a valeur. Après le service, Daniel retourna dans la chambre d'Éléonore à Sunset Grove pour rassembler ses quelques biens restants. La pièce semblait plus petite qu'il ne s'en souvenait, plus vide sans sa présence. Brenda l'aida à ranger les vêtements d'Éléonore, ses livres, les quelques souvenirs qu'elle avait gardés autour d'elle. Elle parlait de « toi tout le temps », dit Brenda en pliant soigneusement un pull. « Toujours si fière de ton travail dans la ville, de ta nouvelle vie. » Elle gardait ta photo juste là, sur sa table de nuit. Daniel regarda la photo encadrée, lui-même à sa remise de diplôme universitaire, souriant entre ses parents. Il y a une éternité. « Je n'ai pas été un bon fils, » dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Brenda s'arrêta dans son pliage. Elle ne l'a jamais vu de cette façon. Elle comprenait à quel point c'était difficile pour toi de t'occuper d'elle. Elle voulait que tu vives ta propre vie. « Mais je l'ai abandonnée, » insista Daniel. « Je l'ai laissée ici et je n'ai pratiquement pas regardé en arrière. Nous avons tous des regrets, Monsieur Hayes. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Brenda lui tendit le pull plié. « Votre mère vous a pardonné. La question est de savoir si vous pouvez vous pardonner. Pouvait-il » Daniel n'était pas sûr. Alors qu'il retournait à son hôtel en voiture, le poids de son héritage et de ses regrets pesait sur lui de manière égale. 10 millions de dollars ne pouvaient pas ramener sa mère. Cela ne pouvait pas effacer les mois de négligence, les promesses abandonnées, les occasions manquées. De retour dans sa chambre, Daniel étalia les documents financiers sur le lit. Numéro de compte, mot de passe, coordonnées de Jonathan Mercer, le conseiller financier qui gérait la fortune de la famille Hayes depuis des décennies. Après un instant d'hésitation, il prit son téléphone et composa le numéro. Mercer Financial Group. C'est Jonathan qui parle. Monsieur Mercer, c'est Daniel Hayes, le fils d'Eleanor Hayes. Il y eut une pause au bout du fil. Daniel. Oui, votre mère m'a dit que vous appelleriez. J'ai été très désolé d'apprendre son décès. Merci. Daniel hésita. Je viens d'apprendre tout. L'argent, les placements. J'essaie encore de comprendre. Je comprends, dit Jonathan, sa voix douce. C'est beaucoup à assimiler. Votre mère était une femme extraordinaire. Elle a géré cet argent avec une sagesse incroyable. Pour quelqu'un sans formation financière formelle, pourquoi n'en a-t-elle pas utilisé davantage? Pour elle-même, je veux dire. Elle a vécu si simplement. Jonathan rit doucement. Je lui ai posé la même question à plusieurs reprises. Elle a toujours dit qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. La seule fois où elle a envisagé de faire un retrait important,
C'était lorsque vous alliez déménager en ville. Elle a pensé à vous acheter un appartement directement, à vous constituer un pécule. Mais au final, elle a décidé qu'il était important que vous vous débrouilliez seul, au moins pendant un certain temps. Daniel sentit une nouvelle vague d'émotions le submerger. Même alors, elle avait pensé à lui, essayant de faire ce qui était le mieux pour lui. « Voulez-vous vous rencontrer en personne ?» demanda Jonathan. « Il y a beaucoup de choses à aborder, et ce serait peut-être plus facile en face. »« À face, oui, » dit Daniel, « mais pas encore. J'ai besoin de temps. » Après avoir raccroché, Daniel regarda son téléphone pendant un long moment. Puis il composa le numéro de Megan. « Daniel, enfin, je me suis inquiété. À mourir, quand reviens-tu ?»« Maison. » Le mot lui sembla étrangement inapproprié. L'appartement de la ville ne s'était jamais vraiment senti comme chez lui. « Ma mère est morte, Megan. » Il y eut une pause. « Je suis tellement désolé, Daniel. C'est terrible. Mais au moins, maintenant, tu peux revenir à ta vie ici, n'est-ce pas? Plus d'obligations ?» L'insensibilité de la question, bien qu'il savait que Megan ne le pensait pas de cette façon, le blessa profondément. Est-ce ainsi qu'il avait parlé d'Éléonore, comme n'étant rien de plus qu'une obligation? « Ce n'est pas si simple, » dit-il. « Il y a des choses que je dois régler ici. Cela peut prendre un certain temps. » Il pouvait entendre la frustration dans la voix de Megan. Combien de temps est un certain temps? Quelques jours de plus? Une semaine? Je ne sais pas, admit Daniel. J'ai juste besoin de temps pour comprendre les choses. Comprendre quoi? Ta mère est partie. Qu'est-ce qu'il reste à comprendre? Tout, pensa Daniel. Qui je suis? Ce qui compte, ce que je veux que ma vie représente. Je t'appellerai quand j'en saurai plus, dit-il à la place. Je suis désolé, Megan. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, puis éteignit complètement son téléphone. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter, pour faire son deuil, non seulement pour sa mère, mais aussi pour tout le temps qu'ils avaient perdu, toutes les occasions qu'il avait gâchées. Le lendemain matin, Daniel conduisit jusqu'au cimetière où Éléonore avait été enterrée à côté de son père. Debout devant la tombe fraîchement creusée, il ressentit à la fois un chagrin accablant et, étrangement, une sorte de paix. Sa mère lui avait pardonné. Elle l'avait aimé inconditionnellement, même lorsqu'il était au plus mal. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il, pour tout, pour ne pas t'avoir vu, vraiment t'avoir vu, pour n'avoir pas apprécié ce que nous avions. » Une douce brise bruissait les fleurs déposées sur la tombe. Daniel prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas quoi faire de cet héritage. Je n'ai pas l'impression de le mériter. Mais je promets que j'essaierai de l'utiliser comme toi et papa l'auriez voulu, pour faire une différence, pour aider les autres. » Il resta là longtemps, laissant les larmes couler librement. Lorsqu'il se retourna enfin pour partir, il sentit quelque chose changer en lui. Pas une guérison exactement, mais un premier pas vers celle-ci. De retour à l'hôtel, Daniel prit une décision. Il resterait en ville pendant un certain temps, réglerait correctement les affaires de sa mère et déterminerait ce qu'il devait faire ensuite. Il appela son patron dans la ville et démissionna de son poste. Puis il appela le propriétaire de son appartement et prit des dispositions pour que Megan range ses affaires et les mette en stockage. Lorsqu'il rappela enfin Megan, sa colère s'était calmée en une perplexité blessée. « Je ne comprends pas, Daniel. Que se passe-t-il? Pourquoi ne reviens-tu pas? » « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, dit-il. Je sais juste que j'ai besoin d'être là pendant un certain temps, pour comprendre certaines choses. Et nous alors? » Il y avait une note vulnérable dans sa voix qui fit tressaillir Daniel. « Je ne sais pas, admit-il. Tout a changé, Megan. J'ai changé. » Le silence qui suivit était lourd de mots non dits. « Eh bien, dit enfin Megan, appelle-moi quand tu auras compris. » Daniel savait qu'il ne le ferait pas. Tout ce qu'ils avaient eu, l'attirance, la compagnie, peut-être même les prémices de l'amour, avait fait partie d'une vie qu'il ne reconnaissait plus comme la sienne. Le lendemain, Daniel rencontra Jonathan Mercer. Le conseiller financier était soixantenaire, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et une manière calme et rassurante. « Votre mère a été très précise sur la façon dont elle voulait que la transition se déroule, » expliqua Jonathan en étalant des documents sur son bureau. « Les comptes ont déjà été transférés à votre nom. Il n'y a aucune restriction, aucune condition. L'argent est à vous,
à utiliser comme bon vous semble. Daniel regarda les chiffres sur les papiers, des chiffres qui représentaient le plus de richesses qu'il n'avait jamais imaginé posséder. « Je ne sais pas par où commencer », admit-il. Jonathan sourit doucement. « C'est normal, pourquoi ne commencerions-nous pas par parler de ce qui compte pour vous, ce que vous pourriez vouloir faire de votre vie maintenant que les circonstances ont changé ?» Qu'est-ce qui comptait pour lui? Daniel n'était plus sûr. La carrière qu'il avait tant espéré construire lui semblait désormais creuse. Le style de vie qu'il avait poursuivi lui semblait vide. « Ma mère croyait en l'aide aux autres, » dit-il lentement. Elle était infirmière. Mon père enseignait les sciences au lycée. Ils ont tous les deux passé leur vie à prendre soin des gens, à les enseigner, à améliorer leur vie, de petites manières. Jonathan hocha la tête encourageante. « Et est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser également ? Je pense que ça pourrait l'être, » dit Daniel, se surprenant lui-même de la certitude qu'il ressentait. Pas nécessairement les soins infirmiers ou l'enseignement, mais quelque chose qui fasse une différence. C'est un bon point de départ, dit Jonathan. Prenez le temps d'explorer les possibilités. L'argent ne va nulle part. En fait, avec une gestion appropriée, il continuera à croître. Alors que Daniel quittait le bureau, il ressentit une étrange légèreté. Pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, peut-être pour la première fois depuis des années, il ressentit un sentiment de but, de possibilité. Il passa la semaine suivante à explorer la ville dont il avait tant voulu s'échapper. Il visita son ancien lycée où un laboratoire de sciences portait toujours le nom de son père. Il s'arrêta à l'hôpital où Éléonore avait travaillé pendant des décennies, surpris de trouver une petite plaque commémorant ses années de service au service de pédiatrie. « Votre mère était un ange avec ses enfants », lui dit une infirmière plus âgée lorsqu'il se présenta. Elle avait toujours le temps pour une histoire de plus, un câlin de plus. Les parents l'aimaient autant que les enfants. Partout où il allait, Daniel trouvait des éléments de l'héritage de ses parents, de petites gentillesses dont on se souvenait, des vies touchées, une communauté renforcée. C'était un type de richesse différent de celui qui se trouvait sur ses comptes bancaires, mais il semblait étrangement plus précieux. Un après-midi, Daniel se retrouva à conduire devant Sunset Grove. Sur un coup de tête, il tourna dans le parking. Brenda sembla surprise de le voir lorsqu'il franchit les portes. « Monsieur Hayes, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« Moi non plus, » admit Daniel, « mais je me demandais si je pouvais regarder un peu autour de moi. » Brenda l'étudia un instant puis hocha la tête. « Bien sûr, une raison particulière ?» Daniel hésita. « Je veux voir les choses à travers les yeux de ma mère, comprendre à quoi ressemblait sa vie ici. » Alors que Brenda le guidait à travers l'établissement, Daniel fit attention aux détails qu'il avait précédemment ignorés. Le jardin, où les résidents cultivaient des légumes et des fleurs, la petite bibliothèque remplie de livres, à gros caractères, la salle communautaire où un groupe de personnes âgées jouait aux cartes et riait. « Votre mère adorait ce jardin, » dit Brenda en hochant la tête vers les plates-bandes surélevées visibles à travers une fenêtre. Elle avait le pouce le plus vert de tous ceux qui étaient ici, et elle a créé un club de lecture qui se réunit toujours tous les mardis. Daniel ressentit une pointe de regret. Il n'avait vu Sunset Grove que comme un endroit déprimant où il avait abandonné sa mère. Il n'avait jamais pensé qu'elle aurait pu y construire une vie, trouver un but et une communauté. Était-elle heureuse ici ? Demanda-t-il, presque effrayé par la réponse. Brenda réfléchit à la question. Je pense qu'elle était satisfaite. Elle vous manquait, bien sûr, mais elle avait des amis, des activités qu'elle aimait, des façons de contribuer. Elle a tiré le meilleur parti de la situation, comme elle le faisait avec tout. Comme elle le faisait avec tout. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Daniel alors qu'il poursuivait sa visite. Éléonore Hayes n'avait jamais été riche au sens conventionnel du terme avant que son fils soit adulte. Elle avait travaillé dur, avait vécu modestement, et pourtant, elle avait trouvé la joie et le but dans des choses simples, sa famille, son travail, sa communauté. Et même après avoir hérité d'une fortune, elle avait choisi de continuer à vivre simplement, de garder l'argent comme un outil plutôt qu'un but, tout comme son père l'avait cru. Alors que Daniel se préparait à partir, Brenda, lui, toucha doucement le bras. « Vous savez, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, des gens pour lire aux résidents, aider aux activités, simplement passer du temps à parler avec ceux qui n'ont pas beaucoup de visiteurs. »
La suggestion prit Daniel au dépourvu. « Vous pensez que je devrais faire du bénévolat ici? Après tout, surtout après tout, dit Brenda avec un petit sourire. Votre mère croyait aux deuxièmes chances, à la réparation des choses, et beaucoup de nos résidents pourraient avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Daniel quitta Sunset Grove avec une demande de bénévolat à la main et un étrange sentiment de justesse. Peut-être était-ce là qu'il devait commencer. Donner du temps et de l'attention à des personnes comme sa mère, des personnes qu'il avait autrefois considérées comme des fardeaux, plutôt que des individus ayant leur propre vie et histoire riche. Ce soir-là, alors que Daniel était assis dans sa chambre d'hôtel avec les documents financiers étalés devant lui à nouveau, il commença à voir l'héritage non pas comme une récompense qu'il ne méritait pas, mais comme une responsabilité, une chance de faire quelque chose de significatif, d'honorer les valeurs de ses parents d'une manière qu'il avait échoué à faire du vivant de sa mère. Il prit un stylo et commença à prendre des notes. Une fondation, peut-être, pour soutenir les services de soins aux personnes âgées dans les communautés où il manquait. Des bourses pour les étudiants en soins infirmiers et les aspirants enseignants. Un financement pour la recherche sur la prévention et le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Et sur un plan plus personnel, faire du bénévolat à Sunset Grove, apprendre à connaître les résidents, écouter leurs histoires, utiliser son temps et sa présence, et non seulement sa nouvelle richesse pour faire une différence. Cela ne ramènerait pas Éléonore. Cela n'effacerait pas le regret qui lui serrait encore la poitrine lorsqu'il pensait à tout le temps qu'il avait gaspillé, à toutes les occasions qu'il avait gâchées. Mais c'était un début, une façon d'honorer sa mémoire, en devenant le genre de personne qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Alors que Daniel exposait ses projets, il pensa à la lettre que sa mère lui avait laissée. La plus grande richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans la façon dont nous touchons la vie des autres. La plupart des gens reçoivent au moins des visites occasionnelles, de la famille, vous voyez. Ces mots le blessèrent profondément. Daniel pensa à toutes les fois où sa mère avait dû l'attendre, à tous les moments où elle avait été seule, pendant qu'il bâtissait sa vie importante, en ville. « Je compte faire du bénévolat ici, dit Daniel. Peut-être pourrions-nous nous parler plus souvent? J'aimerais entendre parler de vos projets d'ingénierie. » Le visage d'Arthur s'illumina. « Cela me ferait grand plaisir. » Au moment où Daniel partit 1 heure plus tard, il avait non seulement appris des choses sur la carrière d'Arthur, mais avait promis d'apporter des jeux d'échecs lors de sa prochaine visite. C'était un petit engagement, mais il lui sembla significatif, le début d'une nouvelle façon de voir le monde et sa place en lui. Alors que Daniel retournait à son hôtel, son téléphone sonna, c'était Megan. Il hésita, puis répondit « Daniel, tu es encore en vie là-bas ?» Son ton était un mélange d'irritation et d'inquiétude. « Je suis désolé de ne pas avoir appelé, dit-il. Les choses ont été compliquées. Plus compliquées que de faire vos valises, parce que c'est ce que j'ai fait toute la semaine, depuis que vous avez apparemment décidé d'abandonner toute votre vie ici. » Daniel grimaça à son choix de mots. « Abandonner », tout comme il avait abandonné Éléonore. « Je sais que cela semble soudain, dit-il, et je suis désolé de vous mettre dans cette situation. Mais je ne reviens pas, Megan. De quoi parles-tu? Toute ta vie est ici, ton travail, ton appartement. Moi, ma vie change, je change. » Comment pouvait-il expliquer ce qu'il comprenait à peine lui-même? Ma mère m'a laissé quelque chose, inattendu. Cela m'a donné l'occasion de tout réévaluer. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle vous a laissé? Daniel hésita. De l'argent. Plus que je n'aurais jamais imaginé. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que je vois les choses différemment maintenant. Ce qui compte, ce qui ne compte pas. Un long silence régna au bout du fil. Et je ne compte pas. La voix de Megan était petite maintenant, blessée. « Ce n'est pas si simple, » dit Daniel. « Ce que nous avions, je ne pense pas que cela était basé sur quelque chose de réel. J'étais tellement concentré sur la création de cette vie que je pensais vouloir, sur l'évasion de mes responsabilités. Je ne vous ai jamais vraiment laissé me connaître, ni essayé de vraiment vous connaître. » Un autre silence. « Alors c'est tout? On en a fini? » « Je pense qu'on doit en finir, » dit Daniel doucement. « Je ne suis pas la même personne que lorsque j'ai quitté la ville. Et je ne peux pas retourner à faire semblant d'être cette personne. » Après avoir raccroché, Daniel ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Un autre chapitre clos. Mais cette fois, c'était son choix. Une décision consciente d'aller vers quelque chose de significatif, plutôt que de fuir ses responsabilités.
De retour à l'hôtel, Daniel ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les établissements de soins aux personnes âgées à travers le pays. Les statistiques étaient alarmantes. Trop d'endroits sous-dotés en personnel, sous-financés, plus axés sur le profit que sur la dignité et la qualité de vie de leurs résidents. Il pensa à Eleanor à Sunset Grove. Elle avait eu de la chance. L'endroit était modeste mais attentionné, le personnel attentif. Mais combien de personnes âgées n'avaient pas autant de chance? Combien étaient vraiment abandonnées? Non seulement par des membres de la famille occupés, mais par un système qui ne les valorisait pas. Daniel prit plus de notes, les idées affluant plus vite qu'il ne pouvait les consigner. Un réseau de plus petits établissements communautaires, des programmes de formation pour les travailleurs des soins aux personnes âgées. La défense, de meilleures politiques et d'un meilleur financement. Il était tellement absorbé par sa planification qu'il manqua presque le coup à la porte de sa chambre d'hôtel. Lorsqu'il ouvrit, il fut surpris de trouver Tim debout là. « J'ai entendu dire que vous étiez toujours en ville, » dit Tim avec un petit sourire. « Je me suis dit que vous alliez peut-être devenir fou dans cet hôtel maintenant. » Daniel recula pour le laisser entrer. « Comment saviez-vous où je séjournais? Petite ville, souviens-toi. Peu d'hôtels à choisir. » Tim jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés sur le bureau. « Qu'est-ce que tout cela? »« Des plans, » dit simplement Daniel. « Pour ce qui vient ensuite. » Tim hocha la tête, sans insister pour avoir des détails. « Écoute, on se retrouve chez Murphy ce soir. Je me suis dit que tu pourrais vouloir venir. Sortir pourrait te faire du bien. » Daniel hésita. Son premier instinct était de refuser, de rester concentré sur son travail. Mais n'était-ce pas une partie du problème? Choisir toujours l'isolement, le travail, la responsabilité plutôt que la connexion? En fait, ça me semble bien, dit-il. Merci, Tim. Plus tard dans la soirée, entouré d'anciennes connaissances et de quelques nouveaux visages au bar Murphy's, Daniel se retrouva à parler plus ouvertement qu'il ne l'avait fait depuis des années. À propos d'Eleanor, à propos de ses regrets, à propos de son nouveau but. « Donc, vous pensez rester en ville ?» demanda Tim alors qu'il partageait un panier de frites. « Oui, » confirma Daniel. « Au moins pour l'instant, il y a du travail à faire ici. » Tim l'étudia avec une expression pensive. « Vous êtes différent. Depuis le décès de votre mère, plus, je ne sais pas. Présent, en quelque sorte. » Daniel réfléchit à cela. « Je pense que la perdre m'a fait réaliser combien j'avais manqué en cherchant toujours la chose suivante, en cherchant toujours quelque chose de mieux au lieu d'apprécier ce qui était juste devant moi. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense qu'Eleanor serait fière de cette version de vous. » Ces mots réchauffèrent Daniel d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. « Je l'espère, » dit-il doucement. « Je l'espère, vraiment. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Daniel se retrouva engagé dans une conversation avec Sarah, une travailleuse sociale spécialisée dans les soins aux personnes âgées. Lorsqu'il mentionna ses plans naissants pour une fondation, ses yeux s'illuminèrent. « C'est exactement ce dont cette communauté a besoin, » dit-elle. « Les ressources ici sont si limitées et il y a tellement de personnes âgées qui tombent entre les mailles du filet. J'aimerais en savoir plus sur les besoins spécifiques que vous constatez, » dit Daniel. « Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café un de ces jours ?» Sarah sourit. « Cela me ferait plaisir. » Au moment où Daniel retourna à son hôtel, il était minuit passé. Il aurait dû être épuisé, mais au lieu de cela, il se sentait énergisé. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, il se sentait connecté à cette ville, à ces gens, à un but plus grand que son propre confort ou son ambition. Alors qu'il se préparait pour le lit, son regard tomba sur la lettre de sa mère, toujours posée sur la table de nuit. Il la prit et relut les dernières lignes. « Soyez heureux, soyez gentils. Et souvenez-vous que la plus grande richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans la façon dont nous touchons la vie des autres. » Eleanor Hayes avait donné à son fils bien plus qu'un héritage financier. Elle lui avait donné une seconde chance, l'occasion de devenir l'homme qu'elle avait toujours vu en lui, même lorsqu'il ne pouvait pas le voir lui-même. Daniel replaça soigneusement la lettre sur la table de nuit et éteignit la lumière. Demain serait un nouveau jour, le premier jour du reste de sa vie, une vie qu'il était déterminé à rendre digne de la foi que sa mère avait en lui. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que toute l'étendue du don d'Éléonore était encore en train de se dérouler, que les jours à venir apporteraient des révélations qui remettraient en question
tout ce qu'il pensait comprendre de sa mère, de sa famille et de lui-même. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort d'Éléonore. Le printemps était arrivé dans la petite ville, apportant avec lui une nouvelle croissance et un renouveau qui semblait refléter les changements dans la vie de Daniel. Il avait quitté l'hôtel et emménagé dans une maison modeste, non, loin de Sunset Grove. L'endroit avait besoin de travaux, peinture écaillée, toits qui fuyaient, jardin envahi par la végétation. Mais Daniel trouvait une satisfaction dans les réparations, dans la création d'une maison de ses propres mains, plutôt que dans l'achat simple d'un endroit parfait, comme sa nouvelle situation financière l'aurait permis. Son travail bénévole à Sunset Grove était devenu le point culminant de sa semaine. Tous les mardis et jeudis après-midi, il lisait aux résidents, jouait aux échecs avec Arthur et s'asseyait simplement avec ceux qui n'avaient pas de visiteurs réguliers. Il apprit leurs noms, leurs histoires, leurs petites préférences, Monsieur Peters qui aimait son café avec 2 sucres, Madame Wilson qui voulait toujours entendre parler du temps qu'il faisait dehors, même lorsqu'elle ne pouvait pas y sortir. La fondation Eleanor Hayes Memorial prenait forme, avec l'aide de Sarah. Elles avaient identifié 3 domaines d'intervention clés: l'amélioration des soins et des ressources pour les personnes âgées, le soutien à la formation des infirmières et le financement de la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux. Daniel avait déjà fait des dons importants à Sunset Grove et à 2 autres résidences pour personnes âgées dans les villes voisines, leur permettant d'embaucher du personnel supplémentaire et d'améliorer leurs installations. Mais il y avait encore quelque chose d'insatisfaisant en lui, une question qui le hantait aux marges de son nouveau but. Pourquoi Éléonore avait-elle gardé la fortune secrète si longtemps? Pourquoi avait-elle choisi de vivre si modestement, alors qu'elle pouvait se permettre le luxe? Et plus énigmatique encore, pourquoi avait-elle laissé croire qu'elle avait besoin de son soutien financier alors que c'était le contraire qui était vrai? Alors que Daniel arrivait sur le parking de la First National Bank pour sa réunion mensuelle avec Jonathan Mercer, ces questions pesaient lourdement sur son esprit. « Les investissements fonctionnent bien », expliqua Jonathan, montrant à Daniel les derniers rapports. « La fondation est entièrement financée et vos comptes personnels continuent de croître malgré les dons importants à des œuvres caritatives. La stratégie financière de votre mère était remarquablement solide. » Daniel hocha la tête, à moitié à l'écoute. « Jonathan, dit-il finalement, interrompant l'explication du conseiller sur un investissement particulièrement réussi, il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi ma mère a-t-elle gardé tout cela secret? Pas seulement aux autres, mais à moi. » Jonathan posa son stylo et se reposa sur sa chaise. Je lui ai posé la même question à plusieurs reprises au fil des ans. Sa réponse a toujours été cohérente, même si je ne suis pas sûr qu'elle vous apportera la clôture que vous recherchez. Qu'a-t-elle dit? Que l'argent change les gens, et rarement pour le mieux. L'expression de Jonathan était pensive. Éléonore pensait que le fait de connaître l'argent trop tôt aurait pu modifier votre cheminement de vie, aurait pu vous priver de la chance de découvrir ce qui vous importait vraiment. Mais elle m'a laissé lutter, dit Daniel, la vieille blessure refaisant surface. Elle m'a laissé faire des emplois que je détestais, compter mes sous, m'inquiéter des coûts de ses soins. Pourquoi? Elle voulait que vous appreniez la valeur du travail, du sacrifice, de vous débrouiller seul. Jonathan hésita. Et je pense qu'elle attendait que vous soyez prêt à gérer non seulement l'argent, mais la responsabilité qui l'accompagne. Daniel absorba cela, pas entièrement satisfait, mais commençant à comprendre. Éléonore avait joué qu'un long jeu, attendant, observant, espérant que son fils développerait le caractère nécessaire pour utiliser l'héritage à bon escient. « Il y a autre chose », dit Jonathan, sortant une petite enveloppe de son tiroir de bureau. « Éléonore m'a confié ceci, avec pour instruction de vous la donner après 3 mois. Elle voulait s'assurer que vous aviez le temps de vous adapter. » Daniel prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. D'autres secrets? D'autres révélations? Il n'était pas sûr de pouvoir supporter une autre surprise. « Je vais vous laisser la lire en privé, » dit Jonathan en se levant. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Seul dans la salle de conférence, Daniel ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule clé. Pas une clé de banque cette fois, mais ce qui semblait être une clé de maison, et une courte note de l'écriture d'Éléonore. « Danny, si tu lis ceci, alors tu as eu le temps de tout traiter. Il y a un autre élément de l'histoire de notre famille que je veux que tu vois. Cette clé ouvre la porte du 247, rue Maple. Va-y seul et va-y avec le cœur ouvert. Amour, maman. »
247 rue Maple, Daniel ne reconnaissait pas l'adresse. Ce n'était pas leur ancienne maison familiale, qui était située sur Oak Lane. Ce n'était aucun endroit qu'il avait jamais visité avec Éléonore. La curiosité l'emportant sur l'appréhension, Daniel remercia Jonathan pour son temps et se rendit directement à l'adresse. La rue Maple était de l'autre côté de la ville, un quartier calme et bordé d'arbres de maisons modestes, mais bien entretenus. Le numéro 247 était tout au bout du pâté de maisons. Un petit chalet blanc avec des volets bleus et un porche qui faisait le tour. Un jardin fleurissait dans la cour avant, des roses et des jonquilles ajoutant des touches de couleur contre la clôture en bois blanc. Daniel se gara dans la rue et s'approcha de la grille. Le cœur battant. Qu'était cet endroit? Pourquoi Éléonore voulait-elle qu'il vienne ici? La clé glissa facilement dans la serrure de la porte d'entrée. Daniel prit une profonde inspiration et entra. L'intérieur du chalet était simple mais charmant. Plancher de bois franc, grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière, murs peints de couleurs douces et chaudes. Mais ce qui était accroché à ces murs arrêta Daniel net. Des photographies, des douzaines, magnifiquement encadrées. Et dans presque chacune d'elles, se trouvait une jeune femme qui ressemblait étonnamment à ce qu'Éléonore devait être dans la vingtaine. Mais ce n'était pas Éléonore. Daniel s'approcha d'une des photos, étudiant le visage souriant. La femme avait les yeux d'Éléonore, son sourire, la même légère inclinaison de la tête lorsqu'elle riait. À côté d'elle, sur de nombreuses photos, se trouvait un homme grand avec des yeux bienveillants et une barbe. Et sur les photos plus récentes, une enfant, une petite fille aux cheveux bouclés et un sourire espiègle. « Ça, qui êtes-vous » murmura Daniel en touchant un des cadres. Un album photo était posé sur la table basse. Daniel l'ouvrit avec des mains tremblantes. D'autres photos de la même famille. La femme, l'homme barbu, la petite fille, alors qu'elle grandissait de bébé à bambin à enfant d'âge scolaire. Vacances, fêtes, moments ordinaires capturés dans le temps. Et puis, au dos de l'album, des photos plus anciennes. Éléonore et James en tant que jeune couple. Le bébé Daniel. Et à côté de ces images familières, des photos d'Éléonore tenant non pas un mais deux nourrissons, des jumeaux. Le sang de Daniel glaça. Ce n'était pas possible. Il l'aurait su, quelqu'un l'aurait dit. Mais la preuve était là, devant lui. Éléonore avec deux bébés garçons. Sur la photo suivante, James en tenait un pendant, qu'Éléonore tenait l'autre. Ils se ressemblaient exactement. Daniel avait eu un frère jumeau. Les jambes soudainement instables, Daniel s'affaissa sur le canapé, l'album toujours ouvert sur ses genoux. Comment était-ce possible? Pourquoi personne n'avait-il jamais mentionné un frère? Où était-il maintenant? Et qu'est-ce que cela avait à voir avec la femme sur les autres photos? Une autre enveloppe était glissée au dos de l'album. Daniel l'ouvrit avec des doigts qui ne cessaient pas de trembler. « Mon très cher Danny, si tu lis ceci, alors tu as découvert le dernier élément de l'histoire de notre famille, celui que je n'ai jamais trouvé le courage de te raconter, en personne. Tu avais un frère jumeau, Michael. Vous êtes nés à seulement 4 minutes d'intervalle, identiques à tout point de vue, sauf une petite marque de naissance sur l'épaule droite de Michael. Lorsque vous n'aviez que 18 mois, il y a eu un accident. Nous étions dans un parc pour un pique-nique. Toi et Michael vous baladiez sur l'herbe pendant que ton père et moi installions la nourriture. J'ai détourné le regard de vous deux pendant un instant. Michael s'est approché trop près du lac. Au moment où nous nous sommes rendus compte, il était trop tard. Le chagrin a failli nous détruire, ton père et moi. Les médecins nous ont dit que tu étais trop jeune pour te souvenir d'avoir un frère, qu'il serait préférable de ne pas te charger de cette connaissance, en grandissant. Dans notre douleur, nous avons pris la décision de ne jamais te parler de Michael, de retirer toutes les photos de lui de notre maison, de repartir à zéro dans une nouvelle ville où personne ne savait que nous avions perdu un enfant. Ce fut la plus grosse erreur de notre vie. Alors que tu grandissais, j'ai vu tellement de Michael en toi, son sourire, son rire, la façon dont il se concentrait si intensément sur ses jouets. Parfois, je me surprenais presque à dire son nom, au lieu du tien. La culpabilité de notre tromperie s'est accrue d'année en année. Ton père et moi nous sommes promis plusieurs fois que nous te le dirions quand tu serais plus âgé. Mais le bon moment ne semblait jamais arriver. Après la mort de ton père, j'ai failli te dire tout. Mais j'avais peur que tu sois en colère que nous ayons gardé un tel secret. Peur que tu aies l'impression d'avoir vécu toute ta vie comme seulement la moitié de ce que tu étais censé être. Puis, il y a 5 ans, une lettre est arrivée. C'était d'une
jeune femme nommée Emily Carter, qui cherchait ses parents biologiques. Elle avait été adoptée bébé et ne savait que sa mère biologique s'appelait Hayes et avait perdu un enfant. Dans un accident de noyade. J'ai rencontré Emily en secret. La ressemblance était frappante. Elle a mes yeux, mon sourire, les traits de notre famille. Après que les tests ADN aient confirmé ce que mon cœur savait déjà, Emily m'a raconté son histoire. Elle avait été donnée en adoption par une jeune femme nommée Susan Hayes, ta cousine, même si nous avions perdu le contact avec cette branche de la famille il y a des décennies. Susan avait 16 ans seulement à la naissance d'Emily, trop jeune pour élever un enfant seul. Emily a grandi avec de merveilleux parents adoptifs, mais s'est toujours sentie attirée par la découverte de ses racines biologiques. Lorsque j'ai montré à Emily des photos de toi et de Michael, bébé, elle a éclaté en larmes. Elle m'a dit qu'elle avait toujours senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même qu'elle ne pouvait pas nommer. Le lien entre vous deux, cousins germains qui partagent une ressemblance familiale étrange, a été immédiat et profond. J'ai passé les 5 dernières années à apprendre à connaître ma petite fille et sa belle-fille, Lily. Ce chalet appartient à Emily. Elle et son mari Marc ont emménagé ici il y a 3 ans pour qu'Emily puisse être plus près de moi et pour que la petite Lily puisse connaître sa grand-tante. Elles ont été ma joie ces dernières années, mon lien avec la famille, avec l'avenir. Je voulais te parler d'elle, Dani. Tant de fois, j'ai pris mon téléphone pour t'appeler, pour t'inviter à dîner pour les rencontrer. Mais tu construisais ta nouvelle vie en ville et notre relation était déjà tendue. J'avais peur que le fait de révéler ces secrets gardés si longtemps ne te pousse encore plus loin. C'était mal de ma part de te cacher cela. D'abord Michael, puis Emily et Lily. J'ai fait tellement d'erreurs par peur et par une protection mal placée. Je peux seulement espérer que maintenant, tous les secrets étant enfin révélés, tu pourras trouver dans ton cœur le moyen de me pardonner. Emily sait que tu vas venir. Elle et sa famille ont hâte de te rencontrer, de t'accueillir dans leur vie comme elles m'ont accueilli. Le choix, bien sûr, t'appartient. Quoi que tu décides, sache que je t'ai aimé complètement, mon fils, chaque jour de ta vie. Et je suis tellement, tellement désolé pour les vérités que je t'ai cachées. Tout mon amour, toujours, maman. Daniel lut la lettre 2 fois, puis une 3e fois, essayant d'absorber l'immensité de ce qu'elle révélait. Un frère jumeau perdu dans un tragique accident. L'enfant d'une cousine éloignée, donnée en adoption, qui avait retrouvé sa famille. Toute une branche de son arbre généalogique qu'il n'avait jamais connu. Il posa la lettre et regarda le chalet avec de nouveaux yeux. C'était la maison d'Emily. Emily qui était liée à lui par le sang, par la perte et par les étranges mécanismes du destin. Comme invoquée par ses pensées, la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme, la femme des photographies, se tenait sur le seuil, les yeux grands ouverts, un mélange d'espoir et d'incertitude. « Daniel !» dit-elle doucement. Il se leva, les émotions bouillonnant en lui. Emily, elle hocha la tête, entrant dans la maison. De près, la ressemblance avec Éléonore était encore plus frappante. Ces mêmes yeux chaleureux, cette même présence douce. « Je ne savais pas quand tu viendrais, » dit Emily. « Éléonore, ta mère. Elle a dit que ce pourrait être aujourd'hui ou demain. Je viens de le découvrir, » dit Daniel, la voix instable. « À propos de tout, Michael, toi, cet endroit. » L'expression d'Emily s'adoucit. « C'est beaucoup à assimiler, je sais. Quand j'ai découvert notre lien pour la première fois, je pouvais à peine le croire moi-même. » Une petite voix appela de l'extérieur. « Maman, je peux entrer maintenant. » Emily sourit. « Oui, Lily, viens rencontrer ton oncle Daniel. » Une petite fille d'environ 8 ans entra en courant par la porte, ses cheveux bouclés rebondissant, ses yeux, les yeux d'Éléonore, les yeux de Daniel. Denams brillant de curiosité. « Tu es vraiment mon arrière-arrière-oncle? C'est beaucoup d'arrière. » Malgré tout, Daniel se retrouva à sourire. « Je suppose que oui. Tu peux juste m'appeler Daniel cependant. »« Je suis Lily. » Grand-mère Éléonore parlait. « À de toi tout le temps. » Elle a dit que tu vivais dans une grande ville et que tu avais un travail très important. Cette simple déclaration frappa Daniel durement, même pour cette enfant. Éléonore l'avait présenté sous le meilleur jour possible, avait maintenu sa dignité et sa valeur en son absence. « Aimerais-tu prendre le thé ?» demanda Emily, sentant son émotion. « Marc sera de retour du travail bientôt. Il avait hâte de te rencontrer aussi. » Daniel hocha la tête, reconnaissant le répit momentané pour se ressaisir. Alors qu'Emily et Lily se dirigèrent vers la cuisine,
Il resta dans le salon, étudiant à nouveau les photos. Cette famille qu'il n'avait jamais connue, ce lien qu'il avait failli manquer complètement. Le thé fut servi dans les CM, vieille tasse à thé d'Éléonore, le service dont Daniel se souvenait des dîners du dimanche de son enfance. Leur familiarité dans ce nouveau contexte était déconcertante. Comment êtes-vous devenus si proches, toi et Éléonore? Demanda Daniel alors que Lily jouait à un jeu de société par terre à proximité. Le visage d'Émilie s'adoucit en souvenir. Ce n'était pas immédiat. Quand je l'ai contactée pour la première fois, elle était prudente, choquée, en fait. Mais une fois que le test ADN a confirmé notre lien, elle m'a ouvert son cœur complètement. Elle a dit que c'était comme retrouver un morceau de famille qu'elle pensait perdu à jamais. Et elle ne m'a jamais mentionné, elle n'a jamais suggéré que nous devrions nous rencontrer. Émilie hésita. Elle parlait de toi, tout le temps. Elle était si fière de toi, Daniel, mais elle a dit que votre relation était compliquée, que tu avais besoin de distance par rapport à elle pour construire ta propre vie. Ces mots piquèrent, d'autant plus pour leur vérité. Je l'ai abandonnée, dit Daniel brutalement. Je l'ai placée à Sunset Grove et je suis parti. Elle ne l'a jamais vue de cette façon, dit Émilie doucement. Elle comprenait pourquoi tu avais besoin de distance. Elle souhaitait seulement... Quoi? Que tu puisses mieux la connaître. La vraie elle, pas seulement la mère nécessiteuse que tu voyais. Une autre vague de regrets submerge Daniel. Combien de choses il avait peu connues d'Éléonore. Combien il avait peu essayé de la connaître. Elle m'a laissé sa fortune, dit-il. 10 millions de dollars. Savais-tu ça? Émilie hocha la tête. Elle me l'a dit. Elle s'inquiétait de la façon dont tu allais le gérer si cela allait te changer. Cela m'a changé, admit Daniel, mais pas de la façon qu'elle craignait, je crois. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et un homme barbu, Marc des photos, entra, suivi de 2 autres personnes auxquelles Daniel ne s'attendait pas, Tim et Sarah. « Désolé pour le retard », dit Marc en traversant pour embrasser Émilie sur la joue. « On a rencontré tes amis à l'épicerie. » Tim s'avança, semblant légèrement mal à l'aise. « J'espère que ça ne te dérange pas qu'on débarque comme ça. » Émilie a mentionné que tu serais là aujourd'hui. Daniel regarda entre eux, confus. « Vous vous connaissez tous ?» Sarah hocha la tête. « Émilie et moi sommes allés à l'université ensemble. C'est elle qui m'a parlé de ta mère, de Sunset Grove. C'est pour ça que je me suis impliqué dans les soins aux personnes âgées en premier lieu. Et Marc et moi, on joue au basket tous les jeudis, ajouta Tim. Petite ville, souviens-toi? Les connexions étaient vertigineuses. Toutes ces personnes dans sa vie, liées les unes aux autres, à Éléonore, à lui, un réseau de relations qu'il n'avait jamais soupçonné. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» demanda Daniel, une note d'accusation s'insinuant dans sa voix. « Tous ces mois où j'ai été de retour en ville, en travaillant avec Sarah, en traînant avec Tim, aucun de vous n'a dit un mot à propos d'Émilie, à propos de tout ça. Ce n'était pas notre place, dit Sarah doucement. Éléonore nous a demandé de la laisser te le dire à sa manière, à son rythme. Et puis après sa mort, ajouta Tim, on s'est dit que l'avocat te donnerait sa lettre, que tu découvrirais tout ensuite. Mais je ne l'ai pas fait, dit Daniel. Pas tout, pas jusqu'à aujourd'hui. Éléonore avait son propre calendrier. Ça expliqua Émilie. Elle voulait que tu aies le temps de traiter l'argent en premier, de commencer à trouver ton propre but avec lui avant d'apprendre des choses sur nous. Elle avait peur que si tu découvrais tout en même temps, ce serait trop bouleversant. Daniel se passa une main dans les cheveux, essayant de comprendre tout cela. Éléonore orchestrant ses révélations de l'au-delà. L'argent en premier, puis les secrets de famille, lui donnant le temps de s'adapter à chaque nouvelle réalité avant d'introduire la suivante. « Elle a pensé à tout, n'est-ce pas ?» dit-il. Une pointe, d'émerveillement dans la voix. « Elle t'aimait beaucoup, » dit simplement Émilie. « Tout ce qu'elle a fait, chaque décision qu'elle a prise, était par amour, même celles qui ont pu être des erreurs. » Daniel regarda ces gens, Émilie et sa famille, Tim, Sarah, des gens qui avaient connu Éléonore d'une manière qu'il n'avait jamais connue, des gens qui avaient fait partie de sa vie pendant qu'il construisait une existence creuse. En ville. Lily avait abandonné son jeu de société et était maintenant debout devant Daniel, étudiant son visage avec la curiosité directe de l'enfance. « Grand-mère Éléonore a dit que tu as son nez, » annonça-t-elle. « Et moi aussi, tu vois ?» Elle pointa son propre petit nez avec fierté. À ce moment-là, quelque chose se brisa en Daniel, non pas avec de la douleur cette fois,
mais avec une étrange chaleur réparatrice. Voici sa famille. Voici l'héritage de sa mère, non seulement dans l'argent qu'elle lui avait laissé, mais dans ses liens, ces gens qui partageaient son sang, ses traits, son histoire. « Aimerais-tu rester pour dîner ?» demanda Émilie. « Marc fait de bonnes lasagnes et j'ai la recette de la tarte aux pommes d'Éléonore pour le dessert. » L'invitation était simple, mais Daniel comprit son importance. C'était une ouverture, une chance de faire partie de cette famille, de les connaître comme Éléonore les avait connus, de trouver les morceaux de lui-même et de sa mère, qui avait manqué tout le temps. « Cela me ferait grand plaisir, » dit-il. Alors que la soirée progressait, la gêne initiale s'estompa. Les lasagnes de Marc étaient en effet excellentes et la conversation s'écoulait plus facilement à chaque heure qui passait. Émilie raconta des histoires de ses premières rencontres avec Éléonore, de la présentation de Lily à sa grand-tante, des dîners du dimanche dans cette même maison où Éléonore lui avait appris à faire sa fameuse tarte aux pommes. Tim et Sarah ajoutèrent leurs propres souvenirs d'Éléonore, les petites gentillesses qu'elle leur avait témoignées, la sagesse qu'elle avait partagée. Daniel écouta, absorbant ces nouvelles dimensions de sa mère, cette femme qu'il pensait connaître mais dont il n'avait fait qu'effleurer la surface. « Elle n'a jamais oublié Michael », dit Émilie doucement, alors qu'il restait à bavarder après que Lily ait été couchée. Elle gardait une petite photo de lui dans son portefeuille. Elle me l'a montrée une fois, une seule fois. Elle a dit qu'elle l'avait gardée avec elle tous les jours depuis l'accident. Daniel pensa à la mère qu'il avait connue, pratique, discrète, parfois mélancolique pour des raisons qu'il n'avait jamais comprises. Combien de choses en elle avaient été façonnées par cette perte, combien de choses dans sa prudence, son anxiété pour sa sécurité, ces moments de tristesse silencieux avaient été ancrés dans la tragédie qu'il n'avait jamais connue. « Je souhaite qu'elle m'ait dit, dit-il, à propos de Michael, à propos de tout. Elle essayait de te protéger, dit Émilie, comme les parents le font, parfois par erreur, gardant les dures vérités à distance, espérant épargner à ceux qu'ils aiment la douleur. Tout comme Éléonore avait gardé la fortune secrète, réalisa Daniel, essayant de le protéger des pièges potentiels de la richesse, voulant qu'il trouve son propre chemin, ses propres valeurs. La fondation que je suis en train de créer, dit Daniel en regardant Sarah. Je veux ajouter un autre domaine d'intervention, le soutien aux parents qui ont perdu des enfants. Des ressources, des conseils, une communauté. Sarah hocha la tête. Je pense que ce serait merveilleux, un hommage approprié. Alors que la soirée touchait à sa fin, Émilie raccompagna Daniel à la porte. J'espère que tu reviendras, dit-elle. Lily t'adore déjà et Marc et moi, eh bien, nous aimerions avoir l'occasion de mieux te connaître. Daniel regarda cette femme qui partageait son sang, qui avait été une partie si importante des dernières années d'Éléonore. Moi aussi, j'aimerais ça, dit-il. Et il le pensait. Peut-être un dîner du dimanche? Je pourrais. T'as essayé d'apprendre cette recette de tarte aux pommes. Émilie sourit, et Daniel vit Éléonore dans son expression. Cette même chaleur, cette même douce force. Le dimanche serait parfait. Sur le chemin du retour vers sa maison, l'esprit de Daniel s'emballa avec tout ce qu'il avait appris. Les pièces manquantes de sa vie, de la vie d'Éléonore, étaient en train de se mettre en place. Les secrets, les silences, les choix faits par amour et par peur et par un désir de protéger, tout cela créant la tapisserie de leur histoire partagée. Il pensa aux 10 millions de dollars qui se trouvèrent sur ses comptes. De l'argent qui pouvait faire tant de bien dans le monde, guidé par les valeurs qu'Éléonore et James lui avaient inculquées, même lorsqu'il les avait rejetées. De l'argent qui pouvait honorer la mémoire de Michael, soutenir des familles comme celle d'Émilie, créer des ressources pour les personnes âgées, comme celle de Sunset Grove. Et il pensa à la famille qu'il avait découverte aujourd'hui. Non seulement Émilie et Lily et Marc, mais aussi Tim et Sarah. Des gens liés à lui par Éléonore, par la ville dont il avait tant voulu s'échapper, par un passé qu'il avait essayé de distancer. Alors que Daniel arrivait sur son allée, il remarqua quelque chose qu'il n'avait